Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Tiens, Monsieur Barker, on arrive ensemble. Ouais, et voilà la pluie. Ça fait du bien d'enlever cette peau de bique et ces lunettes. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment est-ce que je viens faire? Je viens voir papa. Ton père, un dieu de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Barker? Vous n'avez pas l'air de bonne humeur. De bonne humeur. Mon petit est mort cette nuit. Tom? Ouais, il venait juste d'avoir ses 14 ans. Il y a des moments, je peux pas y croire. C'est épouvantable, de quoi est-il mort? De quoi je vais te le dire, de quoi il est mort? C'est ton père qui l'a tué. Papa, mais vous êtes fou! Oui, peut-être bien, depuis cette nuit. D'abord, moi, je ne voulais pas que ton père il s'occupe du petit. Pourquoi êtes-vous venu le consulter? Mais c'est sa mère qui a voulu. Moi, je n'ai déjà pas confiance dans les médecins, alors tu penses, un guérisseur? Mon père ne s'est jamais imposé à personne, vous aviez fait venir un médecin? Jamais de la vie, c'est tous des ânes, surtout Wilcox. Alors? Ma femme n'avait confiance qu'en ton père depuis qu'il lui avait guéri son lumbago. Qu'est-ce qu'il avait, le petit? Va donc savoir. Il pouvait rien garder. Ton père lui a trituré le ventre, le gosse hurlait, puis il lui a donné à boire des tisanes qui sentaient l'œuf pourri. Ça l'a calmé. Ça l'a calmé au point qu'il est mort. Aussi âne que les autres. Sans lui, le petit serait peut-être guéri. Depuis le temps qu'il soigne tout le monde dans le pays, dire une chose pareille de papa, Monsieur Barker, vous n'avez pas le droit. Pas le droit, pas le droit. C'est lui qui n'a pas le droit de soigner les gens. Il n'a pas de diplôme. C'est un être malfaisant, et je ne te l'envoie pas dire. Si c'est pour insulter papa que vous êtes venu, vous feriez mieux de rentrer chez vous et de vous calmer. Il sait que le petit est mort? Oh, je suis bien tranquille. Les mauvaises nouvelles vont vite. Vous le lui avez dit? Non, pas encore. Je ne l'ai pas encore vu. Et qu'il va savoir la nouvelle, vous pensez bien qu'il va descendre chez vous? Ah, surtout pas! Qu'il n'en mette jamais les pieds chez moi! Pauvre papa. Il va être tellement désolé. Allez, venez. Il vaut mieux que nous soyons ensemble pour lui apprendre la nouvelle. J'ai pas besoin de toi. J'irai bien tout seul. Allez, entrez. Papa! Oh! Papa! Bah, il est peut-être sorti. Oui. Il ne part jamais bien longtemps. On va voir quelque chose en attendant. Allez, entrez dans le living room. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Regardez papa, Monsieur Barker. Là, par terre. Il a eu une attaque? Une attaque? Dites plutôt qu'il a été attaqué. Regardez ce qu'on lui a planté dans le dos. Un couteau? C'est un couteau de cuisine? Ne touchez à rien. Je vous dis de ne toucher à rien. Tu crois qu'il est mort? Oui. Le pouls ne bat plus. Le petit cette nuit, lui aujourd'hui, c'est justice. Qu'est-ce que vous dites? Pas autre chose que ce que je dis. Il faut prévenir tout de suite le shérif. Oh, il ne le ressuscitera pas. Non, mais il trouvera l'assassin. Il est trop bête. Je vais descendre au ranch de Monsieur Hood pour téléphoner. Il comprend bien de face. T'as qu'à descendre par le raidillon. La maison est tout de suite en bas. Oui, je sais. Je t'attends ici. Non, ne restez pas là. Venez avec moi. Ah mais... Venez, je vous dis, la clé sur la porte, je ferme. pourquoi ça? Tant que le shérif ne sera pas venu, personne n'entrera ici. Ah bon. C'est Patsy qui vous parle. C'était au mois d'août 1912, et cet après-midi-là, ma sœur, Lisbeth, Nick Carter, le shérif et moi, nous étions encore à table en train de bavarder. Mais vous pouvez faire le test aussi bien que moi. Tenez, divisez la surface des États-Unis en cercles d'un rayon de 10 km. Vous constaterez qu'à l'intérieur de chacun de ces cercles, il se commet tous les jours au moins une mauvaise action qui nécessite l'intervention de la police. Oh, vous êtes pessimiste, Monsieur Carter. Mais ce n'est pas moi qui parle, chère madame. Ce sont les chiffres. Tenez, vous, shérif. Oui. Rien que sur votre territoire, n'êtes-vous pas saisi d'au moins une affaire par jour? Ah, c'est exact. L'année passée, j'ai eu à m'occuper d'un peu plus de 350 délits. Ah, vous voyez. Et aujourd'hui, a-t-on déjà fait appel à vous? Grâce à Dieu, non. Oui, oh, ne vous réjouissez pas trop vite. La journée n'est pas finie. Tiens, voilà Oliver Coleman avec Barker. Entrez.
Bonjour, Madame Wood. Bonjour, messieurs. Salut, messieurs, dames. Quel bon vent vous amène? Une nouvelle affreuse, Madame Wood. Papa vient d'être assassiné. Quoi? Hein? Comment? Je suis venu de New York et, juste comme j'arrivais, j'ai vu Monsieur Barker. Nous sommes entrés dans la maison et nous avons trouvé papa mort, frappé d'un coup de couteau dans le dos. Enfin, mais qui a pu? Comment voulez-vous que je le sache? J'étais venu vous demander la permission de téléphoner, mais puisque le shérif est ici... Mais je monte tout de suite avec toi, Oliver. Veuillez m'excuser, monsieur Carter. Si je peux vous être utile en quoi que ce soit. Bien sûr, en de telles circonstances, 2 avis valent mieux qu'un, mais je craindrais d'abuser. Non, du tout. Où le crime a-t-il eu lieu? La maison de mon père est à flanc de colline. Par le Rédillon, il y en a pour 3 minutes. Bon, je monte avec vous. Tu viens, Patsy? Oui, patron. Une femme pourrait peut-être vous rendre service. Oui, Lisbeth monte donc avec nous. Maman, Quoi? moi aussi je veux aller voir le meurtre. Toi, tu vas rester ici. Il y en a que pour le grand. Oh, attendez, on va prendre des parapluies. Mais non, il ne pleut pas beaucoup. Pensez qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau depuis 3 semaines. Oui, seulement il a fallu qu'il se mette à tomber juste à 3h moins le quart, au moment où mon mari était obligé de partir chez le pasteur. Bon, eh ben, moi, messieurs, dames, je vous quitte. Non, Barker, non. Vous avez découvert le crime en même temps que le fils de la victime. Montez avec nous. Nous aurons sûrement des questions à vous poser. Oliver vous en dira autant que moi. Je préfère que vous veniez. Il n'y en aura pas pour bien longtemps. Ah, mais si vous y tenez, tous des ânes. Il a l'air bizarre, ce type-là. Son gosse est mort cette nuit. Ah oui, je comprends. Je suis passée ce matin chez lui. Il était fou furieux, il parlait d'étrangler Coleman. Coleman, c'est celui qui a été assassiné? Oui. Il était guérisseur et il s'occupait du petit. Barker l'accuse de l'avoir tué. Hein? Enfin, de l'avoir laissé mourir. Et tu crois que pour se venger... Oh, mais je ne crois rien. Mais Barker est une brute et je vous renseigne. Bon, c'est encore loin? Non. La maison est là, dans les champs, tout de suite après le tournant. 5 minutes plus tard, nous entrions dans la maison et trouvions dans le living room le cadavre du guérisseur. Alors, monsieur Carter, qu'est-ce que vous en pensez? Il est certainement mort sur le coup. Vous croyez qu'il a souffert? Non, je ne crois pas. Vous, monsieur Coleman, quand êtes-vous arrivé? En même temps que Monsieur Barker. On s'est dit quelques mots et nous sommes entrés dans la maison. Oui, pourriez-vous me dire l'heure exacte qu'il était? Très exactement même, puisqu'à ce moment-là, cette horloge que vous voyez a sonné le quart de 3 heures. Parfait. Votre père avait-il des ennemis? Dans un petit bourg comme ici, on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, bien sûr. On avait beau l'appeler guérisseur, et malgré un don assez extraordinaire, il ne guérissait pas tous les malades et il y en avait qui lui en voulaient. N'est-ce pas, Monsieur Barker? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Parker. Est-ce que vous ne rendiez pas la victime un peu responsable de la mort de votre fils? Quoi, moi? Oh, où avez-vous été chercher ça? Il a fait ce qu'il a pu, ce pauvre Coleman. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est tous des ânes. Non, Coleman était beaucoup plus instruit que vous ne le croyez. Il exploitait son don de guérisseur? Oh, pas du tout. Il ne se faisait jamais payer. Comment vivait-il? Ouais, il avait pas mal d'argent et il faisait valoir sa terre. Regardez, monsieur Carter, je viens de trouver cette casquette là, par terre, sous le buffet. Merci. C'était à votre père? Non, tout au moins, je ne la lui ai jamais vue. Tiens, il y a des initiales. E.B. E.B. Monsieur Barker, quel est votre prénom? Ned. Alors, pourquoi ne pas nous dire tout de suite que vous vous appelez Édouard? Bah oui. Cette casquette serait-elle la vôtre? Je sais pas. Comment, vous ne savez pas? Elle est à vous, oui ou non? Bah oui. Qu'est-ce qu'elle faisait sous ce buffet? Bah, hier soir, vers 6 heures, je suis venu voir Coleman pour lui parler du petit qui allait très mal. Ma casquette a dû tomber et quand je suis parti, j'avais la tête ailleurs. Je l'ai oublié. En général, on oublie sa casquette quand on part très vite, en courant. Vous ne seriez pas parti en courant, par hasard? Si. J'étais resté trop longtemps et j'avais une nouvelle tisane à donner au petit. Je suis parti en courant. Oui, et depuis, vous n'êtes revenu que tout à l'heure. Bah oui. Pourquoi faire? Bah, je voulais reprendre ma casquette. Mais pourquoi avez-vous tellement hésité à reconnaître que cette casquette vous appartenait? Je sais pas. Vraiment? Shérif, voyez-vous d'autres questions à poser à M. Barker? Mon Dieu, non. Alors je m'en vais. Et bien le bonjour, monsieur dame. Non, M. Barker. Ne vous en allez pas si vite, il est possible que nous ayons encore besoin de vous. Ah. Monsieur Coleman, Monsieur? votre père vivait tout seul ici? Non. Il vivait avec une garce et un domestique. Et
Qui est la dame que vous qualifiez si aimablement? Il y a 20 ans, mon père avait divorcé d'avec ma mère, qui est morte depuis. Il a refait sa vie avec une femme... Enfin, une femme terrible. Je crois qu'autrefois elle était belle. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que la méchanceté. Où est cette dame? Je ne sais pas. Moi, je peux vous le dire. Ce n'est un secret pour personne que Julia voulait se faire épouser, mais Coleman a toujours refusé. Enfin, hier matin, en se réveillant, il ne l'a pas retrouvée. Elle avait fait ses paquets et elle était partie. Comment le savez-vous? C'est Coleman qui me l'a dit. En descendant au pays, il était obligé de passer devant chez nous. Il s'arrêtait souvent pour bavarder de temps en temps et il se laissait aller à des confidences. À votre avis, où est-elle allée, cette Julia? Oh, probablement chez sa sœur, à Blackstream. C'est loin? Non, à 4 kilomètres d'ici. Nous la ferons rechercher. Oui. Mais le domestique, il est sorti? Benedictus? Tiens, mais je l'ai vu passer devant chez nous vers midi et remonter ici par le Raidillon. Il était complètement ivre. Ah, coutumier du fait? Plus souvent qu'à son tour. Où est-il en ce moment? Peut-être dans sa chambre ou alors il est allé cuver son schnapps dans le bûcher au fond du jardin. C'est un endroit qu'il aime beaucoup. Vous voulez que j'aille le chercher? Oui, si vous voulez. Et si vous le trouvez, il aura peut-être des choses intéressantes à nous dire. J'y vais. Merci. Dites-moi, Oui. c'est Oliver. Qu'est-ce que vous en pensez, shérif? Eh bien, il est né ici, puis après le divorce de ses parents, il a été élevé tantôt par le père, tantôt par la mère, et toujours aussi mal. Mais il leur a causé beaucoup de soucis. Marié? Non. En tout cas, si j'avais une fille, je ne la lui donnerais pas. Tiens. Coureur? Plutôt. Moi, je sais bien que si j'avais voulu... Ah. Et il habite New York? Oui. Il vient avec l'automobile que vous voyez là. Plus il écrase de poules, plus il est content. Quel métier fait-il? Bon, vaguement barman dans un saloon. Il a des fréquentations... Douteuse? Oh, pas douteuses du tout. Déplorables. Il a même eu des histoires assez embêtantes. Quoi, il a fait de la prison? Oui, pour coups et blessures. Il a souvent besoin d'argent? Il ne venait ici que pour taper son père. Mais Coleman avait juré qu'il ne lui donnerait plus un cent. Le croyez-vous capable de tuer pour voler? Il a, paraît-il, des colères brusques et terribles, mais de la tuer... Il adorait son père. Allez, avance. Ah bon. Il a récupéré Benedictus, c'est ce que je vois. Tiens, Patsy. Oui? Aide-moi donc à avancer cette table de manière que le nègre ne voit pas le corps en entrant. Oui, patron. Ouais. Huissier. Bonjour, monsieur Parker. Bonjour, monsieur Wood. Tiens, shérif, vous êtes là aussi? Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Et vous, les deux messieurs là, qui vous êtes? Police. Police? Pourquoi? On a volé mon maître? Ah, et je lui avais dit, vous gardez trop d'argent sur vous. Il vous arrive un malheur. Aujourd'hui, il en avait beaucoup? 2000 $. Il est encore sous. Papa ne gardait jamais d'argent sur lui. Vous me paraissez bien renseigné, monsieur Coleman. Mon père n'avait rien de caché pour moi. Peut-être feriez-vous mieux de demander à Benedictus qui lui a fait cette blessure à la tête. C'est le maître qui m'a battu. Parce que j'étais sous. Et tu t'es défendu? Je me rappelle pas. Vous vous êtes battu? Je me rappelle pas. Moi, qu'est-ce que je tenais? La seule chose que je me rappelle, c'est la tête de monsieur Barker, quand j'ai été faire la sieste dans le bûcher. Vous étiez venu faire la paix avec mon maître? Pourquoi? Ils s'étaient disputés? Hier soir. Qu'est-ce qu'ils se sont pas racontés? Le patron l'a foutu à la porte. Oh, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. À cause du petit enfant qui était malade. Oh, J'ai cru plus jamais vous voir ici. Et puis tout à l'heure, quand je suis remonté, vous étiez là. Monsieur Barker, si je comprends bien, vous êtes venu ici vers 11h30 midi. Moi? Ah, jamais de la vie. Cet ivrogne m'a vu dans mon clos, à côté, à travers la haie, ça oui. J'étais venu cueillir des fleurs pour mettre sur le lit du petit. Vous avez un champ à côté? Oui, pour mes légumes et les fleurs. Demandez à Madame Wood. C'est exact. En tout cas, d'en bas, j'ai entendu Coleman se disputer avec quelqu'un. Avec Benedictus? Ou avec monsieur Barker? Alors, je n'ai pas pu me rendre compte. Ah bah, y a une chose que vous feriez mieux de vous rendre compte. C'est que cet ivrogne s'est battu avec son maître. C'est lui qui lui a donné le coup de couteau. Mais il était tellement sous qu'il se rappelle plus de rien. Hein? En coup de couteau? De qui? De quoi? Sais-tu où est ton maître? Non? Oui? Patsy, tire la table. Oui. Tiens, le voici, ton maître. Il est mort? Oui. Il t'a blessé à la tête, alors, aveuglé par la colère pour te venger, tu as pris un couteau qui traînait sur la table
Et tu as frappé. Qui? Moi? Ah, tu étais peut-être en état de légitime défense. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Mon pauvre monsieur, il était si bon. Je lui ai donné bien du mal. Mon maître, je me mets à genoux et je baise votre main. Oh, il lui prend la main. Oh, éloignez-le. Alors, enlève-toi de là. Shérif, cette main qu'il vient de déplacer. Oui, Dans le creux, il y a quelque chose de blanc. c'est un papier. Je reconnais l'écriture de Julia. Voyons, je pars chez ma sœur. Si ce soir tu n'es pas venu me chercher, si tu ne t'engages pas à m'épouser et à ne plus jamais revoir cette Catherine Wharton, je ne donne pas cher de ta peau. Je sais en effet qu'une certaine Catherine tournait autour de papa et essayait de se faire épouser. Et comme manifestement votre père n'est pas allé chercher Julia hier soir, Vous croyez qu'elle serait revenue pour mettre sa menace à exécution? je n'en sais rien. Vous la connaissez, moi pas. À votre avis, si elle tenait tant à votre père, était-ce sentimentalement ou seulement pour son argent? Les deux. Mon père n'avait pas 50 ans et il était bel homme. Il était très bon aussi. Oui, capable pourtant de blesser son domestique à la tête. Il avait des colères, mais qui ne duraient pas. Savez-vous où habite la sœur de Julia à Blackstream? Oui, son beau-frère est établi Charon, tout de suite derrière le temple. Ah, tiens, je vois que cette petite pluie n'a pas duré. On pourrait peut-être aller jusque-là. Si on trouvait cette Julia, j'ai l'impression qu'elle aurait pas mal de choses à nous dire. Sûrement. Ah, moi, il faudrait que je retourne auprès du petit que j'ai laissé à la maison. Dites, monsieur Carter, je peux vous conduire en voiture? À moins que vous ne préfériez que nous y allions à cheval. Oh, ça, comme vous voudrez. De toute façon, il n'y a qu'à laisser les choses ici telles qu'elles sont, sans rien toucher. Et fermer la porte à clé. D'accord. Oh, Johnny, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je fais mon devoir. Mais je t'avais dit de rester au ranch. Ici, il n'y a rien à voir. Allons, Johnny, sors tout de suite de cette maison. Non, mais quel polisson. Allons, ramasse ta balle et file. Va jouer dehors. Tu vois, on sort. Et voilà le soleil. Oh, Oliver, ce garnement me fera damner. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Où est-il? Mais le voilà maintenant qui se traîne sous votre automobile, que c'est trempé partout. C'était pour prendre ma balle. Eh bien, ton costume neuf doit être dans un bel état. Oh, ne le grondez pas, madame Moule. Il n'y a pas de bobo sous l'auto, c'est tout sec. Moi, je ne sais pas ce qui me retient de l'envoyer se coucher tout de suite. Maman, Quoi? il y a quelqu'un qui est caché là et qui regarde tout ce qu'on fait. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me chantes? On dirait Madame Julia. Oh, Julia? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Mais c'est même Julia. Dites donc, vous êtes toutes trempées, vous allez prendre froid. Qui c'est ces gens-là? Mon frère, vous le connaissez bien. Et monsieur Nick Carter, vous savez, le célèbre détective avec lequel il travaille. Nick Carter? Et là, Julia, ne partez pas. On a des questions à vous poser. Moi? À cause. Dis donc, Julia. On croyait ne plus te revoir. Pourquoi? Il paraît que tu as quitté papa. Ça te regarde? Un peu, tout de même. Qu'est-ce que tu fichais là, derrière la haie? Tu quittes papa et après, comme ça, tu reviens. Je n'ai pas de compte à te rendre. Pourquoi l'avez-vous quitté? Quand un homme a vécu 20 ans avec une femme, il devrait la trouver digne de porter son nom. C'était pas son avis, je suis partie. Oh, Julia, pourquoi êtes-vous revenue? Je ne sais pas. Allons donc. Vous aviez sûrement une idée. Je ne sais pas. J'espérais que Coleman viendrait me chercher hier soir chez ma sœur. Il n'est pas venu. J'ai passé une nuit affreuse et puis ce matin, je suis sortie. J'ai marché dans les champs comme une folle et me voilà. Tu n'as pas quitté papa uniquement parce qu'il refusait de t'épouser? Ça ne te semble pas suffisant? Non. Pauvre imbécile. Il y avait aussi Catherine Wharton. Ah, parce que dans le pays, on sait ça aussi. Ah, vous pensez bien. Un joli numéro, celle-là. Ça n'a pas 25 ans et ça tourne déjà autour des vieux qui ont du bien. Il n'y en avait plus que pour cette sainte nitouche. Alors, tout de même, figurez-vous qu'on a sa dignité. Mais ne vous défendez pas. En général, on obtient des résultats par des prières. Ou, ce qui est parfois plus efficace, par des menaces. Pourquoi me dites-vous ça? Ah, je sais pas, moi. Pas, mais enfin, il me semble que quand on tient à quelqu'un... Oh, je laisse faire. Coleman est assez grand pour savoir ce qu'il veut. On ne s'aime plus, on se quitte, puis on n'en parle plus. Oui. Bon, enfin, on dit ça. Pourriez-vous me préciser, madame, où vous étiez entre 11h ce matin et 3h cet après-midi? Pourquoi me demandez-vous ça? Julia, monsieur Nick Carter est un détective très avisé. Et alors?
Ces questions, il me les pose à propos de quoi? Et de quel droit? Et qu'est-ce que vous fichez tous ici? Vous connaissez ce papier? Non? C'est bien votre écriture. Non. Oui? Vous écrivez à M. Coleman que vous ne donnerez pas cher de sa peau. Qu'entendez-vous par là? Comment avez-vous ce papier? C'est lui qui vous l'a remis? Non, non. M. Coleman n'en a pas eu le temps, madame, parce qu'il est mort assassiné. Qu'est-ce que vous dites? Il a reçu un coup de couteau entre les 2 épaules. Et vous savez qui est l'assassin? Et vous, madame? Moi? Mais comment pourrais-je le savoir? Vous ne m'avez pas encore dit où vous étiez entre 11h et 3h de l'après-midi. Dans les champs, je vous l'ai déjà dit. Oui, quelqu'un peut en témoigner? Je n'ai rencontré personne. Autrement dit, vous n'avez pas d'alibi. Et alors? Alors, rien n'empêche de supposer que vous avez tué M. Coleman pendant ce laps de temps. Mon Dieu. Et chez vous, la préméditation est indiscutable. Écrire un papier comme vous l'avez fait de sang-froid, c'est très grave. Entrons dans la maison. Oh non. Non, je ne veux plus le voir. Vous ne voulez plus le voir? L'auriez-vous donc déjà vu mort? Non, je l'ai quitté, c'est fini. C'est fini. Enfin, madame, vous n'êtes plus une enfant. Et je pensais qu'après avoir vécu 20 ans avec M. Coleman, vous seriez peut-être désireuse de le voir une dernière fois. Oh non, ce serait au-dessus de mes forces. Alors. Vous ne croyez pas que c'est un peu de comédie, tout ça? Patsy. Monsieur Carter? Ouvre-nous la porte de cette maison. Bien. Maintenant, aidons madame à aller jusqu'au living room. Non, pas dans le living room. Vous savez donc c'est là où est le corps? Mon Dieu, c'est atroce. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle se trompe mal. C'est une simulatrice, probablement, comme tant d'autres. Dites-moi, qu'y a-t-il derrière cette porte? Le bureau de mon père. J'aperçois un canapé, c'est parfait. Patsy, aide-moi, nous allons la porter jusque-là et l'étendre. Ok, patron. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle. Il doit bien y avoir du vinaigre dans la maison. Merci, madame Wood. Nous retournons dans le living room. Auriez-vous une idée derrière la tête, monsieur Carter? Oh, c'est pas impossible, shérif. Patsy, je voudrais regarder à tout hasard dans le gousset de la victime. Peut-être y a-t-il une montre. Soulève le torse, tiens, pendant. Oui. Le temps de glisser 2 doigts dans le gilet. Voilà. Faites vite. Merci. Ah, ça y est. Ah bah, tu vois, c'est bien ce que je pensais. Voilà la montre. Ah, regarde. Ce pauvre homme est tombé en avant et le verre s'est cassé. Les aiguilles se sont bloquées. Il est tombé exactement à 3h06. Et alors? Alors, retournons voir Julia. Eh bien, madame, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Oui. Maintenant, je sais, monsieur Carter. Vous savez quoi? Je sais qui a tué mon pauvre Coleman. Ah, voilà une bonne nouvelle. Racontez-nous ça. Eh bien, dimanche dernier, il y a 2 jeunes voyous, 2 cheminots qui se sont arrêtés devant la maison. Ils sont entrés et ils ont demandé à boire. Coleman m'a dit d'aller leur chercher une bouteille de bière. Et pendant que l'un des 2 bavardait avec lui, l'autre s'est glissé dans le bureau et il avait déjà ouvert un tiroir quand Coleman a bondi. Et ça a fait une bagarre? Oui. Mais le maître était costaud et les 2 cheminots ont filé les yeux pochés, en jurant qu'il reviendrait lui faire son affaire. Pour moi, ce sont ces 2 gars-là qui l'ont tué. Naturellement, vous ne les connaissez pas. Non. Non, ils ont dit qu'ils étaient ouvriers agricoles et qu'ils venaient par ici pour trouver du travail. Oui. Je serais bien étonné qu'après cet incident, ils soient restés dans le pays. Sait-on jamais. Dites donc, où allez-vous, monsieur Barker? Comment je vais? Mais chez moi. Ces messieurs n'en ont pas terminé avec vous? Qu'est-ce que tu en sais? Et de quoi tu te mêles? Je me mêle qu'il s'agit de la mort de mon père, que vous êtes soupçonné, et qu'il n'y a aucune raison pour que vous filiez sans permission. Quoi, soupçonner? Tu me soupçonnes, moi? Oui, je n'ai peut-être l'air de rien, mais je réfléchis. Oh, tu réfléchis, ça serait bien la première fois, petit imbécile. Si le petit imbécile se mettait à dire tout ce qu'il sait, vous n'en mèneriez peut-être pas large. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Vous tenez absolument que je dise, par exemple, qu'un jour, mon père vous a pris la main dans le sac. Moi? Qu'est-ce que tu vas inventer, là? Mais je n'invente rien. Papa, messieurs, était membre du conseil municipal. Monsieur Barker aussi. Et comme tel, il a manœuvré pour qu'on commande les canalisations du quartier Madbury à un certain entrepreneur qui lui graissait la patte. C'est pas vrai. Vous voulez que je montre à tout le monde la preuve de ce que j'avance? La preuve? Quelle preuve? Une lettre dans laquelle l'entrepreneur fixait votre commission. Cette lettre, mon père l'avait trouvée. Et comme il était brave type, il vous a promis de ne rien dire au conseil. Mais il la gardait dans son bureau pour vous obliger à rester honnête. À la première récidive, il vous dénonçait. Tu n'es qu'un sale menteur. Ah, je suis un menteur.
Tenez, shérif. Tenez, monsieur Carter. Je vais vous la montrer, moi, cette lettre. Elle est dans ce bureau, 2e tiroir. La voilà. Eh bien, où est-elle? Elle a disparu. Vous l'avez volée, hein? Vous l'avez volée! Ah, retire ce mot, je t'assomme! Vous êtes un voleur et un assassin! Oh, salaud! Salaud! Qu'est-ce que ça s'est fait comme ça? Ah. Oliver, tes accusations vis-à-vis de M. Barker sont très graves. Elles sont justifiées. Par quoi? Comment, par quoi? Je vois très bien ce qui s'est passé. Il vient chez mon père pour reprendre sa casquette. Et il lui apprend la mort du petit. Une discussion s'élève, ils se battent et mon père est le plus fort. Mais Barker attrape un couteau qui traîne sur la table et il profite que son adversaire a le dos tourné pour le lui enfoncer entre les 2 épaules. Puis il court au bureau et il vole la lettre. Enfin, il sort et dehors il se trouve nez à nez avec moi. Je croyais qu'il arrivait, en fait, il partait. Eh bien, monsieur Barker, qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Ah ben... Je suis ahuri devant un tissu de mensonges comme ce tissu de mensonges-là. Cette lettre, il l'a inventée de toutes pièces pour me causer du tort vis-à-vis du shérif et de Madame Wood. Pour savoir si je mens, c'est bien simple, monsieur Carter. Il n'y a qu'à le fouiller. Je parie à 1000 contre 1 qu'il a cette lettre sur lui. Ah, ne me touchez pas, vous n'avez pas le droit. Ah, ce serait pourtant un excellent moyen de confondre votre accusateur, monsieur Barker. Laissez-vous fouiller de plein gré. Non, vous ne voulez pas. Alors, je n'ai pas tué Coleman et cette lettre n'a jamais existé. Barker, soyez raisonnable. Videz vos poches devant nous. Non. Alors nous le ferons de force. Nous sommes ici pour connaître toute la vérité sur l'assassinat de Coleman. Nous ne faillirons pas à notre devoir. Obéissez au shérif, monsieur Barker, ou vous le regretterez. Patsy, regarde s'il a un portefeuille sur lui. Alors donnez-moi votre portefeuille, monsieur Barker. M'obligez pas à vous le prendre de force. Voilà. Hein? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette lettre? Entreprise de canalisation Morton. Cher monsieur Barker, comme suite à nos précédentes conversations, je vous confirme que je vous réserverai une commission de 6% sur toutes les commandes que vous pourrez me faire obtenir du conseil municipal de Green Hill, etc., etc. Je pense, Barker, qu'il est inutile de lire plus loin. Je suis un menteur, oui ou non? Tu n'avais pas le droit de parler de cette lettre. J'aimerais bien savoir pourquoi, par exemple. Parce que ton père me l'avait rendue hier soir. Tiens! Comme par hasard. Bah, je sais bien, messieurs, que vous ne me croirez pas. Mais hier soir, quand je suis venu voir Coleman et qu'il m'a vu tellement inquiet sur la santé de mon petit gars, peut-être même qu'il le savait perdu, je crois qu'il a eu de pitié de moi et il m'a dit « Tenez, Barker, vous avez déjà assez de soucis comme ça, cette lettre, je vous la rends. » Je lui ai dit merci, c'était un brave homme. Et j'ai mis le papier dans mon portefeuille, voilà. Oui, tout cela est plausible. Malheureusement, nous n'avons aucune preuve de ce que vous dites. Ah, c'est pas à moi de prouver que je dis la vérité, monsieur Carter. C'est à vous de prouver que je mens et je vous en défie bien. Bon, nous verrons. Bon, je pense qu'un jour, ce beau monsieur s'est battu avec son père. Et quand le pauvre homme est tombé évanoui, il lui a volé tout l'argent qu'il avait sur lui. Alors là, maintenant, c'est vous qui mentez. C'est vous qui inventez n'importe quoi pour vous venger de moi parce que je vous ai dénoncé. Je n'invente rien du tout. Vous avez vu ce que vous racontez? Vous l'avez vu? Non, mais tout le pays le sait. Votre pays est un ramassis d'idiots. Et là. Enfin, shérif, avouez que c'est révoltant d'entendre répéter des âneries pareilles. Ce ne sont pas des âneries, Oliver. Tu sais très bien que c'est vrai. Tu avais fermé la porte à clé pour que je n'entre pas, et tu as filé par la fenêtre avec l'argent. Toi, tu m'as toujours détesté parce que papa m'aimait bien. Et tu te mets du côté de ceux qui me veulent du mal parce que je vois clair. Et si je disais moi au shérif, si je disais à monsieur Carter pourquoi mon père ne voulait plus de toi, Pour inventer des saletés, je te fais confiance. je n'ai besoin de rien inventer pour dire qu'il t'a pincé un matin en train de verser dans son café quelque chose qui n'était autre que du poison. Je peux même préciser que c'était à l'époque où il venait de faire la connaissance de Catherine. Shérif, je porte plainte contre cet individu pour diffamation. Si vous ne me croyez pas, messieurs, vous n'avez qu'à interroger le docteur Wilcox. Qu'est-ce que le docteur Wilcox vient faire là-dedans? Mon père a voulu t'arracher le flacon, mais tu t'es sauvé, et tu as couru le jeter Dieu sait où. Mais il a eu le temps de verser le café dans une bouteille, et il l'a donné à analyser au docteur Wilcox. Celui-ci vous dira de quelle sorte de poison il s'agit. C'est ton père qui t'a raconté ça? Oui. Quand je pense qu'aux yeux de tout le monde, il passait pour un brave homme. Parker lui-même l'a dit tout à l'heure.
Alors qu'à la vérité, Coleman était un démoniaque. Il a inventé entièrement cette histoire pour des gens tout prêts à le croire. Me faire passer pour une empoisonneuse était la suprême astuce. Allez donc lui reprocher après de refaire sa vie avec une autre fille. On ne pouvait que la prouver. En réalité, c'est lui qui a versé du poison dans du café, pour qu'après l'analyse, le docteur Wilcox puisse confirmer ses mensonges. Tu n'as rien qui prouve une telle duplicité de la part de mon père. Et tu n'as rien qui prouve que ce poison, c'est moi qui l'ai versé. Et puis donne-toi un peu la peine de raisonner. Si ton père avait constaté vraiment que j'avais tenté de l'empoisonner, pourquoi m'aurait-il encore gardé dans sa maison, moi qui lui préparais ses repas? Non, à la vérité, il me connaissait bien. Il savait que je ne laisserais pas la place à cette fille, et que je m'accrocherais. Alors pour lui, toutes les manœuvres ont été bonnes pour me dégoûter et me donner l'envie de partir. Et vous lui avez écrit une lettre de menace? Mais uniquement pour lui faire peur. Enfin, Bénédictus, toi, tu sais bien que j'aurais été incapable de tuer ton maître. Ah, pardonnez-moi. Le jour du poison, j'étais là. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais là quand le maître, il vous a prise avec le flacon. Tu les as vus? Ouais. Enfin, je pense, shérif, que vous n'allez pas croire cet ivrogne, ce pauvre idiot que nous gardions par pitié. Naturellement, Bénédictus, tu ne peux pas prouver cette histoire d'empoisonnement. Prouver? Qu'est-ce que c'est prouver? Vous voyez, il ne connaît même pas le sens des mots. Abruti d'alcool. Il s'est ravalé au niveau de l'animal. Et je pense que pour vous, messieurs, ce que peut dire un tel porc n'a aucune espèce d'importance. Je suis pas un porc. Tu es pire, parce qu'un porc ne se saoule pas. Toi, quand tu as bu, tu ne sais pas ce que tu fais. Comme par exemple le soir où tu as failli me saigner comme un lapin avec ton couteau. Si Coleman n'était pas arrivé à temps, j'étais morte. Et le lendemain, messieurs, ce pauvre être riait aux anges en me disant bonjour. Il ne se rappelle rien. Vous cherchez l'assassin, mais interrogez-le, pressez-le, essayez d'extirper de sa mémoire d'ivrogne les gestes qu'il a fait depuis ce matin. Peut-être qu'une lueur de conscience lui fera avouer son crime. C'est pas moi. J'ai pas tué mon maître. Ou alors, je me rappelle pas. C'est pas ma faute. Monsieur Carter, puis-je vous parler seul à seul? Mais certainement, venez. Monsieur Carter, je perds complètement pied dans cette affaire. Ouais, ça, je reconnais qu'elle est assez complexe. Chacun des suspects semble avoir de bonnes raisons pour accuser l'autre, chacun a l'air sincère, mais me paraît un fief et menteur, sitôt que son adversaire a parlé. Tenez par exemple Barker. Bien, Barker a menti au sujet de cette lettre de l'entrepreneur. Oliver avait raison de l'accuser. Oui. Oui, mais il est très possible qu'effectivement, cette lettre lui ait été rendue hier soir par la victime. Oui, mais qu'au cours d'une discussion au sujet de la mort de l'enfant, Barker ait tué Coleman, puis volé la lettre avant de s'enfuir, me semble également admissible. Oui, évidemment, ça, je vous l'accorde. Bien sûr, le nègre, n'en parlons pas. Il ne se souvient de rien. Blessé à la tête par son maître, il le tue et s'en va dormir en pleine inconscience. Rien d'étonnant. Ce ne serait pas le premier nègre assassin par vengeance. Non, j'ai vu le même cas il n'y a pas 8 jours. Oui, quant à Julia, qu'elle ait essayé du poison et qu'enfin, au cours d'une dernière discussion avec une brutalité dont elle est parfaitement capable, elle ait enfoncé un couteau dans le dos de l'homme qui l'abandonnait, je ne vois rien là que de très plausible. Attention, cette histoire n'a peut-être jamais existé que dans la tête de Coleman. Ah, pardon, elle est confirmée par Bénédictus. Oui, mais enfin, peut-être ment-il pour se venger de Julia, qui n'a certainement jamais été très tendre pour lui. Ah, et puis, shérif, il y a Oliver. Oui. Et puis, il y a aussi ces 2 cheminots qui avaient été rossés par la victime. Ah, il faut pourtant qu'on en sorte. Mais mon cher, nous en sommes sortis. Quoi? Vous ne savez tout de même pas qui est le coupable. Si, pas vous. Ah ça, monsieur Carter, vous payez ma tête depuis 10 minutes. Oh là, loin de moi une telle pensée, non. Nous avons passé en revue toutes les éventualités, j'y tenais, afin de voir si rien ne démolirait ma thèse. Elle s'est au contraire tout à fait confirmée. Mais alors, qu'attendez-vous pour arrêter le coupable? Plus rien. Venez. Alors, ça va durer encore longtemps, ces parlottes. Moi, il faut que je rentre chez moi, ma pauvre femme qui est toute seule avec le petit... Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Barker. Nous sommes désolés de vous avoir retenu, mais votre présence était tout à fait nécessaire. Pour vous aider à trouver la personne qui a tué. Oui. Et vous l'avez trouvée? Oui. Et je demande au shérif de mettre immédiatement en état d'arrestation Oliver Coleman, qui a assassiné son père. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que vous avez tué votre père d'un coup de couteau pour le voler. Mais vous faites une monstrueuse erreur judiciaire. Non, monsieur.
Je suis même en mesure de vous dire exactement tout ce que vous avez fait. Je serais curieux d'entendre ça. Eh bien, voici. Vous êtes arrivé ici avant 3 heures moins le quart, et vous avez eu tout le temps de demander de l'argent à votre père et de discuter avec lui. Naturellement, il refuse. Vous décidez de le voler, et pour le voler, vous l'assassinez. C'est faux. Il tombe la face contre terre, il est 3h06. Sa propre montre en fait froid. Vous prenez l'argent. Oh, à propos, je suis sûr que les $2000 dont a parlé Benedictus sont dans votre poche. Donc, vous prenez l'argent et vous filez. Vous mettez en marche le moteur de votre automobile, mais... Ah, pas de veine. Voilà M. Barker. Alors, vous faites celui qui arrive. Vous arrêtez votre moteur, vous entrez dans la maison avec lui, et vous constatez ensemble le décès de votre père. De votre part, ce ne sont que des suppositions toutes gratuites. Non, des certitudes. J'ai été mis sur la voie par le fait que Benedictus ayant déclaré que M. Coleman avait sur lui $2000, vous, Oliver, vous avez tout de suite déclaré que votre père n'avait jamais d'argent. Et vous avez aussitôt changé de conversation, ce qui m'a surpris. Pourquoi? Eh bien, logiquement, d'instinct, vous auriez dû demander qu'on visite le portefeuille de votre père et peut-être qu'on fouille le domestique. Quand un fils trouve son père assassiné et qu'on parle d'une somme de $2000 qu'il pouvait avoir sur lui, on vérifie si cette somme est encore là. Tout ça, ce sont des mots. Vous n'avez pas contre moi la moindre preuve formelle. Oh, si, monsieur. J'ai une preuve formelle. Et la voici. Vous m'avez dit être arrivé en voiture à 3h15. Moi, je vous ai dit ça. Ah oui. Vous m'avez même précisé que vous étiez entré tout de suite dans la maison avec M. Barker et qu'à ce moment-là, l'horloge avait sonné le quart de 3 heures. Oui ou non? Oui. Ah. Donc, selon vous, vous êtes arrivé en automobile à 3h15. Or, après 3 semaines de sécheresse, il s'est mis enfin à pleuvoir à partir de 3h moins le quart. Heure où M. Wood nous a quittés pour aller chez le pasteur avec qui il avait rendez-vous. Nous montons ici et, après une bonne demi-heure de conversation et de pluie, nous constatons que le petit Johnny ne s'est pas mouillé en se traînant sous votre voiture. En effet, là seulement, le sol était sec. Il est facile de déduire que si tout était mouillé, partout, sauf sous votre voiture, c'est que vous étiez arrivé avant la pluie. Donc, avant 3h moins le quart. Vous aviez menti. Impeccable. Je proteste. Non, inutile. Patsy, veux-tu bien fouiller l'accusé? Je suis sûr que les $2000 sont sur lui. Laissez-moi! Oh, s'il résiste, nous nous y mettrons à 2. Inutile. Voilà les billets. Alors, vous allez encore nier votre crime? Non. Vous êtes plus fort que moi, Monsieur Carter. Tends-moi tes poignets. Maintenant, vous faites le malin, hein? N'empêche que si Nick Carter ne s'en était pas mêlé, je vous possédais tous. Possible. C'est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement, Monsieur Carter. Je n'éprouve aucune gêne à reconnaître votre maîtrise, puisqu'Oliver la reconnaît lui-même. C'est d'ailleurs le seul point, je crois, sur lequel un assassin et un shérif peuvent se mettre d'accord. C'est tout à votre honneur. Bravo.